Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 22 juin 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. Comme à l'habitude, le trio composé de Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza, pour parler d'une semaine assez chargée dans l'univers sportif nord-américain, notamment bien sûr avec la LNH et la NBA. Vous aurez compris que dans cet épisode, on va discuter des deux championnats qui se sont remporté dans chacune de ces ligues. Mais juste avant qu'on jase à Pop directement. Hey Félix, comment ça va? Ça va bien. Je suis content de jaser aujourd'hui. Puis j'ai surtout hâte que tu poses ta prochaine question à Pop parce que je sais ce que tu vas lui demander. Puis j'ai déjà hâte d'entendre la réponse de Pop. Fait que je te laisse aller. Vas-y. Dans une façon classique, OK, on va quand même mettre les balises pour les gens. Dans une manière très classique de la triple menace, peu de temps. Et là, on parle de quoi? Quelques heures après qu'on termine l'enregistrement. Peut-être même une heure après l'enregistrement. Non, 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes après qu'on sorte de l'enregistrement. On nous annonce un échange au baseball majeur et un assez important où Rafael Devers qui passe des Red Sox de Boston, mesdames et messieurs, aux Giants de San Francisco, parce que on sait très bien déjà de un que les Giants ont encore une saison de magie noire en eux. Puis ils sont maintenant allés chercher un grand joueur et ça arrive aux dépens de Pop. Donc Pop, je vais te poser la question. Ah ouais. Pose la fameuse question, là. Comment as-tu accueilli cet échange, comment vas-tu? Du moins, comment allais-tu quand c'est arrivé et comment vas-tu maintenant? Premier volet. Comment je me suis senti au moment où je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout ça. Puis il y a deux choses en tant que tel. De un, le fait qu'on l'ait manqué d'à peu près 5-10 minutes. Ça, pour moi, ça m'a... Je pense que ça, en tant que tel, ça m'a plus frustré que l'échange en tant que tel. Puis deux, c'est juste le timing de tout ça. C'est genre, on venait de revenir en haut de 500. On était de retour dans une place en série. On venait de balayer les Yankees quand même, pas de manière dominante, mais tu sais, on a zéro volé ces matchs-là. Non. Et là, Rafael Devers se fait échanger. Là, je suis comme, OK. Dans ma tête, ça, c'est peut-être du gros copium de ma part. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y avait de la fumée. Tu sais, on se comptera pas de menterie, il y avait de la fumée. Mais moi, j'étais comme, OK, il y a de la fumée, mais le feu, c'est peut-être juste un ou deux morceaux de papier qui ont pogné en feu dans une poubelle. Au lieu, mettons, d'un feu de poêle qui reste tout ça. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ça va se régler. Puis, tu sais, on va en rire dans un an, puis whatever. Puis ça m'a vraiment lancé vraiment en bas de l'autobus. Puis j'étais comme, OK, on était tellement rendu là dans la chicane en tant que Breslow puis Rafael Devers. Mais d'un autre côté, quand je regarde, mettons, j'analyse froidement, j'aime tellement cette transaction-là. Peu importe le retour. Là, on peut parler de est-ce que le retour est assez bon ou est-ce que c'est vraiment pourri? Regarde, ça, on s'en parle dans 2-3 ans. Mais pour les Giants de San Francisco, j'aime absolument ce trade-là, ce qu'ils font. Ils veulent pas, ils réussissent à mettre un peu de pression sur les Dodgers de Los Angeles, ça met l'Ouest de la nationale. Mais comment je vais présentement, Mio? Je vais te dire que tout le drama qui a suivi ce trade-là, que ce soit Rafael Devers qui est présenté, qui explique sa raison des faits, Sam Kennedy, Greg Breslow qui s'en va en conférence de presse, les rumeurs ici et là, tu as David Ortiz qui semblait dire « Rafael Devers, il avait un peu trop d'ego. » puis c'est quelque chose, ça avait l'air personnel, man. Ça avait l'air personnel.
Non, je pense pas que c'était personnel à ce point-là. Moi, je pense. Tu sais, moi, parce que plusieurs personnes à Boston voyant Rafael Devers le digne successeur de David Ortiz. Puis, tu sais, d'après moi, les deux sont proches. Tu sais, je pense que les deux ont. Ah, Ouais. oui. Puis, tu sais, je pense que David Ortiz a comme voulu expliquer, puis, tu sais, dire un peu ce qui marchait pas là-dessus, mais, tu sais, tough love, là. Tu sais, je pense pas que c'était pour jeter Rafael Devers en dessous de l'autobus. Je pense que c'était vraiment, ça venait du cœur, ça venait d'aspiration positive de dire, hey, tu sais, t'as peut-être un peu des problèmes à garder des relations impersonnelles, puis peut-être t'as mis ton ego, mais tu sais, c'était pas du beef, là, tu sais, j'interprète pas tout ça. Puis là, t'as Jeff Passan cette semaine qui drop un article absolument incroyable qui explique en fond en comble qu'est-ce qui se passe côté de Boston. Le front office qui est, on dirait fermé, on dirait pas une sec, mais quasiment à ce point-là autour de Greg Breslow. Toute la saga des changements de position, puis tout là, puis on fait encore, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ressort d'il y a 5-6 ans de la transaction Mookie Betts, qui, on se rend compte, a beaucoup moins cicatrisé que je pensais chez les partisans des Red Sox. Ouais. Fait que tout ça accumulé, tout ce drame-là, là, j'étais comme, hey, je suis juste content que les deux équipes s'affrontent en fin de semaine. On fait juste oublier le drama, qu'on se concentre sur le baseball. Parce que pour moi, le choc de la transaction est passé. Rafael Devers a frappé un circuit de 2 points contre les Red Sox samedi. Puis sais-tu quoi? J'étais comme, hey, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? T'étais serein avec ça. J'étais même pas fâché, j'avais pas de réaction ou rien. Il y avait tellement eu de drama que je veux juste qu'on joue au baseball puis qu'on passe à autre chose. On connaît les étapes du deuil. Ouais. J'ai passé de frustration à acceptation tout de suite. J'ai comme sauté des étapes au travers. Je ne sais pas si j'ai bien fait ça comme du monde. Non, mais t'as pris la voie rapide, c'est parfait. Des fois, il faut que tu prennes la voie rapide un peu de temps en temps. Les boys. Puis au final de tout ça, là, c'est du baseball. C'est ça. Il n'y a personne qui est mort. C'est triste, mais il n'y a personne qui est mort. Passons à autre chose. Et ça, c'est un gars qui cope. Hein. Si vous, il y a du copium là-dedans. Mais c'est un peu ça, c'est de même que je me sens pareil. On passe à autre chose. Le partisan de sport le plus serein qu'il y a ici. C'est sur cette note de ce segment d'introduction, les gars, avant qu'on passe au championnat. C'est la sagesse du vieux qui parle. C'est pas du copium. C'est la sagesse du vieux Chris du podcast. J'ai pas eu à le dire cette semaine, c'est fantastique. On va peut-être leur dire un peu plus tard dans l'émission. D'ici là, les gens, avant qu'on passe au basket de la NBA, juste quand même faire mention qu'on a droppé un épisode très spécial cette semaine, 100% dédié à une entrevue, et on l'a fait avec notre bon chum Alexis Goulet, destructeur au hockey, présentement chez TVA Sport, et il a parlé de son cheminement, de son travail chez IGA, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il s'est rendu jusque-là, les connexions. Bref, tout ce petit chemin-là. Je vous invite à aller voir ça. Disponible à la même place que vous pognez nos épisodes comme d'habitude. Sinon, les gars, parlons maintenant des vraies choses, OK? Le Thunder d'Oklahoma City, en ce 22 juin, est champion de la NBA. Ont finalement vaincu les Pacers de l'Indiana en 7 matchs. Juste avant qu'on parle de ce match. Et juste envie qu'on prenne un instant, juste un petit instant, les gars, pour parler de cette saison des Pacers. Parce que, les gars, les Pacers, tout au long des séries éliminatoires, on les a sous-estimés. Et à chaque série, ils nous ont fait le coup. Tyrese Haliburton nous a fait le coup de remonter dans ce match-là. Et finalement, ils sont venus à bout de l'Est, des Cavaliers et des Knicks, entre autres, et des Bucks, pour finalement pousser le Thunder jusqu'en 7 matchs. Et ici, ils étaient même à 24 minutes de remporter ce championnat-là. Si ce n'était pas d'un troisième quart absolument terrible,
peut-être qu'on aurait parlé différemment d'eux aujourd'hui. Et même qu'ils ont eu une poussée en fin de match. Ça s'est rendu à un écart de 21 points. Ils ont réussi à descendre ça jusqu'à 10 points, mais c'était trop peu, trop tard. Finalement, dans ce match-là, les gars, pour en faire un petit peu l'analyse maintenant, deux choses. De un, la blessure à Tyrese Haliburton. Ah man, c'est terrible, c'est terrible. 7 minutes de jouer dans le match. Et en plus, il était 3-4. Avait déjà bon nombre des points des Pacers. Était prêt, visiblement. Tu le voyais, là. Il était là, il y avait ce chien-là. On savait qu'il y avait un bobo avec lui, justement, à son mollet. Ouais. Et puis, catastrophe est arrivée. Et encore une fois, on doit se retrouver avec un joueur vedette dans l'Est qui porte le numéro 0, qui se pète le tendon d'Achille. À 100%, mais sérieusement, quand tu regardes ça, là, moi, le premier truc que j'ai vu, c'est Kevin Durant. Man. J'ai l'impression que c'était la même blessure qui arrivait 6 ans après. 6 ans, c'est 2019, 6 ans plus tard. Là. J'ai l'impression d'avoir revu la même chose. Tu sais, c'est un gars qui traînait une blessure, qui a décidé de revenir, qui aurait probablement pas dû revenir, puis qui s'est dit on va lui donner un coup, je vais pas abandonner mon équipe et tout, mais man, c'est terrible que ça ait fini comme ça pour les Pacers puis tout. Puis tu parlais du troisième quart horrible. Peut-être que ce troisième quart horrible, ce troisième quart-là arrive pas sans Haliburton qui est là, qui essaie de calmer la tempête ou quoi que ce soit. Puis c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on ait été privé de ce qui aurait pu être un match-up encore plus spectaculaire. Puis tu regardais cette fin de match-là, les Pacers qui essaient de remonter puis tout. Puis tu te disais, ouais, mais tu sais, habituellement, le clou final de cette remontée-là, c'est Haliburton. Puis ben là, il était pas là pour closer cette remontée, pour terminer ça. Puis ça a fait mal. Ça a fait mal de n'importe quel fan de basket, même les fans du Thunder. Je veux dire, c'est pas comme ça que tu veux gagner. Tu veux affronter, tu veux battre l'équipe comme ça. Puis sérieusement, il faut donner tellement de crédit aux Pacers parce que tout le monde les comptait déjà pour battus avant même le début de la série. C'était un des plus gros underdogs de l'histoire des finales de l'NBA. Je pense que c'est pas le plus gros, c'est dans les plus gros sans aucun doute de l'histoire de l'NBA. On a réussi à amener OKC qui, au total, là, OKC, c'est le troisième plus grand nombre de victoires en une saison plus série de l'histoire de la NBA derrière les Warriors de 2016, les Bulls de 98. C'est pas rien. C'est la troisième équipe avec le plus de victoires en une saison de l'histoire de la NBA. Les Pacers, qui on voyait peut-être passer le premier tour si ça allait bien, se sont rendus en finale et ont réussi à les amener en 7. Et une des raisons pour expliquer cette défaite-là, c'est qu'on a perdu Haliburton au 7e match. Mais puis je regarde ça, puis man, la fin du match 4, où est-ce que les Pacers étaient tellement en contrôle. Aujourd'hui, là, a fait mal, non seulement parce que tu as perdu la finale, mais parce que si jamais tu joues pas, si jamais tu gagnes ce match-là, tu n'as jamais à jouer le match 7 de ce soir, puis ben, Haliburton évite cette blessure-là qui va le tenir à l'écart probablement pour l'entièreté de la prochaine saison. Puis ça fait mal à tellement de niveaux. Là. Puis regardez-moi dans les yeux, puis venez pas me dire que quand vous avez vu Andrew Nembhard chunk un lancer de 3 points juste avant la demi. Donc les Pacers menaient après la première demi, puis tu disais, ils vont le refaire. Cette équipe-là qui n'abandonne jamais va le refaire. Tant Tyrese Haliburton va réussir à le refaire, de surprendre tout le monde et de réussir peut-être l'un des exploits de gagner cette série-là à l'étranger sans ton meilleur joueur sur le terrain pour basiquement tout le match. Puis je me dis en même temps, nos deux Québécois ce soir, peu importe l'issue du match, Bénédicte Mathurin, Lugansdort, pour vrai. Les deux ont volé, sérieusement, les deux ont volé le show au 4e quart. Le 4e quart, c'était Bénédicte d'un côté, puis Lugans, la défense de Lugans de l'autre bord. C'était juste ça, là.
Et t'avais genre, out of nowhere, t'avais genre une run un peu weird de TJ McConnell au troisième quart. Le Oh troisième my quart, God. c'était juste TJ McConnell. Ouais, Mais non, c'est fou, man. c'était deux choses. Juste avant qu'on passe là, pour ce qui était de Bénédicte Mathurin et Lugansdorf, c'était un début de match assez terrible. Et puis là, bon, ça a commencé à embarquer respectivement. Lugan, je me rappelle justement un tir à 3 points, et pratiquement du half-court qui est rentré dedans. Puis Bénédicte Mathurin devoir rentrer là. Juste dernier mot sur les Pacers, les gars. Je sais qu'on dit souvent que l'histoire ne se rappelle que des vainqueurs, mais puis, man, j'ai pas le choix d'être non biaisé dans ces affaires-là. Les gars, en tant que média, il faut qu'on reste partiel quand même dans notre analyse. Mais man, l'émotif en moi, je vais tellement me rappeler longtemps de cette équipe des Pacers-là, puis de qu'est-ce qu'elle nous a fait vivre comme séries éliminatoires, parce que c'est pas juste le fait que ce soit rendu jusqu'à la finale et en 7 matchs, c'est les faits saillants qu'ils nous ont donnés, les remontées, les tirs dans le clutch, et puis on va être privé de ça vraisemblablement pour l'entièreté de la prochaine saison. Moi, je vais dire quelque chose. Si les Pacers avaient réussi à gagner le match d'aujourd'hui dans les circonstances qu'on connaît, après tout ce qui s'est passé, après l'entièreté de ces séries-là, puis avec Tyrese Haliburton qui se blesse au premier quart pour la prochaine saison, si les Pacers avaient gagné ce match-là, ça aurait été peut-être la plus grande victoire de l'histoire de la NBA. La victoire la plus spectaculaire de l'histoire de la NBA. Puis tu regardes ça, c'est... Tu sais, puis on va se souvenir de cette série-là qui a été vraiment une belle finale et tout, mais si les Pacers avaient gagné, cette série-là était un classique. Puis ce match numéro 7-là aurait été... Vos enfants, vos petits-enfants, puis vos arrière-petits-enfants, on leur aurait raconté l'histoire de ce match. La fois où les Pacers, l'équipe que personne voyait en finale, l'équipe peut-être qui passe un tour. En finale, ok, cool, c'est beau, ils vont se faire ramasser par le Thunder, une des meilleures équipes de l'histoire. Non, on réussit à amener ça en 7. Ok, c'est beau, tu as une chance sur 2. Haliburton se blesse. Ok, là, ils sont morts. Non, ils sont encore là, ils lâchent pas. Puis si les Pacers avaient gagné ce match-là, ça aurait été une des plus belles victoires, sinon la plus belle victoire de l'histoire de la NBA. Je vais même pas argumenter. Je pense pas argumenter, puis il y a deux choses que je pense à ça. Premièrement, est-ce qu'il y a une autre équipe qui a perdu en finale qu'on va se souvenir plus que ces Pacers-là? Ou les Warriors de 2016 parce qu'ils ont choqué. Du moins qui va laisser une empreinte sur l'imaginaire collectif. C'est ça. Les Warriors, on va s'en rappeler, mais c'est parce qu'eux, ils ont perdu. C'est ça. La nature du sport et de cette ligue-là fait en sorte que les underdogs ne se rendent pas en finale. Fait que quand il y en a, on s'en rappelle en tabarnak. C'est fou à quel point on pense souvent à l'équipe des Warriors We Believe de 2007. Cette équipe-là s'est juste rendue en deuxième ronde. Mais 100%. Cette équipe-là marque l'imaginaire encore aujourd'hui. C'est parce que c'est à quel point les underdogs sont rares. Bon, les Cavaliers, ça va. Ils ont quand même poussé ça en 2016 à remporter le championnat puis tout ça, mais c'était une Christie de bonne équipe aussi. C'est juste le facteur remonté. J'essaie de penser, les Mavericks, eux autres, parce qu'ils l'ont gagné. Mais même les Mavericks, l'année passée, c'était une Christie de belle histoire. Mais... C'est celle-là, je me demandais. Mais je veux dire, l'affaire avec les Mavericks de l'an passé, c'est que t'avais le Luka Doncic, puis sans rien enlever à Tyrese Haliburton, puis il y avait Kyrie Irving ici, puis sans rien enlever à Haliburton puis à Siakam. Quand t'as deux vedettes comme ça, tu sais, oui, c'était une belle histoire. Personne ne les attendait là nécessairement. On n'était pas dans le top 3 de l'Ouest qui, tu sais, le Thunder, les Nuggets, les Timberwolves, tout le monde les voyait une de ces trois équipes-là en finale l'an passé. Là. Mais quand t'as Luka Doncic et Kyrie Irving, veut pas, c'est pas une énorme surprise que tu te ramasses en finale. Puis, encore une fois, j'enlèverais à Haliburton puis à Siakam qui forment un des super beaux duos dans l'Est, mais personne ne les attendait là. Puis tu l'as dit, Nio, c'est la façon qu'on s'est ramassé là. C'est les victoires que tu dis, le nombre de fois que tu les as regardés jouer, tu te dis, OK, là, ils sont morts. Là, c'est fini. Puis non, ils remontent. Puis, man, le match numéro 1 contre les Knicks, c'est la plus belle preuve de ça. Mais le match numéro 1 de la finale, cette finale-là, là, je veux dire, c'était ça aussi. Le match numéro 1 contre les Knicks, je pense que c'est l'exemple le plus extrême. Là. Mais, tu sais, ils ont fait ça à chaque série, man. Puis, ça a été leur marque de commerce. Puis, il y a des matchs où Haliburton n'était pas bon, mais les autres se sont levés pour aller gagner. Puis, tout. Puis, c'était vraiment une belle équipe. Je pense qu'on va se souvenir de ce parcours en série-là parce qu'il était spectaculaire et il était le fun à suivre.
Vraiment, Ouais. vraiment. La logique a été respectée, la meilleure équipe a gagné, mais il y avait une maudite belle histoire de l'autre bord, puis ça aurait été vraiment le fun qu'on se souvienne d'elle comme de l'équipe qui a gagné, qui a terrassé le géant à la fin, le boss final de la NBA, comme Pop les avait appelés il y a 2 semaines. C'était ça le Thunder, puis les Pacers se sont rendus jusqu'à la toute fin, mais ils avaient oublié d'amener 2-3 potions de plus, fait qu'ils se sont fait avoir par un coup du boss qui avait pas vu. Ça, c'est un gars qui joue trop à clair-obscur ces temps-ci. Un petit peu. je pense. Mais non, ça, finalement, tu sais, ça, j'essaie de penser, tu sais, le plus proche qu'on va avoir en histoire récente, les gars gelés, en fait, c'est les deux équipes du Heat qui se sont rendues en finale. Puis peut-être des Raptors. Ouais. Mais tu sais, Mais les Raptors ont gagné. les Raptors ont gagné, c'est ça. Vraiment, Ouais. tu sais, les deux équipes du Heat, surtout celle de 2023, c'était. Mais là, encore une fois, je dirais que c'est surtout Jimmy Butler parce qu'il a décidé qu'il allait virer en Michael Jordan puis les avoir. Mais tu sais, encore là, ils se sont pas rendus en 7 contre les Nuggets. Puis. En tout cas, on va se rappeler de ça, mais les gars, dans ce match-là, vous avez touché un petit peu au fait que TJ McConnell a eu quelque chose en lui qui a fait en sorte que ça a été le seul joueur des Pacers pendant le temps d'un quart, en fait, pendant une douzaine de minutes de temps de jeu. C'est le seul des Pacers qui va avoir marqué des points. Mais la grosse histoire du match, c'est les revirements puis c'est la défensive du Thunder. Quelque chose que je disais justement à des amis, c'est, pour mettre un petit peu en contexte dans cette finale-là, puis tu sais, ça chasse sur l'arbitrage parfois un peu favorable au niveau de Shai Gilgeous-Alexander. Les gars, l'affaire avec le Thunder, c'est que ils ont gagné grâce à la défensive. C'est ce qui a fait en sorte qu'ils sont allés chercher cette avance-là de 20 points au troisième quart. C'est ce qui a fait en sorte que, tu sais, ils ont eu toutes ces possessions-là supplémentaires. L'affaire, c'est que les lancers francs qui sont accordés à Shai Gilgeous-Alexander, c'est la cerise sur le Sunday. C'est sur quoi le monde a porté attention, mais c'est que c'est tellement frustrant que tu vas juste regarder ça et tu vas oublier que, hey Chris, cette équipe-là est vraiment bonne défensivement. Puis c'est qu'en plus, t'es déjà frustré par la défense qui joue contre toi, qu'en plus, ça devient hyper facile de chialer quand de l'autre bord, t'as l'impression qu'ils ont des calls qui sont un peu avantageux. Je veux dire, ça arrête pas. Je veux dire, ils défendent bien, ils te font travailler. Même Lugansdor, juste d'ailleurs, dose d'amour aussi, la Saint-Jean qui s'en vient là. Donnons de l'amour aussi à le Québécois qui vient de gagner cette finale-là aussi, Lugansdor, qui a été incroyable défensivement. Surtout au quatrième quart de ce match-là, c'est lui qui a closé cette victoire-là. Au quatrième quart, quand tu voyais le Thunder à minute les minutes défilées au quatrième quart, tu sentais cette équipe-là était à bout de gaz. C'est à peine si c'était capable de prendre un respect pendant un arrêt de jeu puis d'être capable de faire un jeu. Cette équipe avait tellement tout donné à soir. Puis j'ai en tête Lugansdor qui, sur un fast break des Pacers, s'en va pour le bord, il clenche en troisième vitesse, sautire le ballon, ça évite une possession. Tu sais, c'est une possession de moins que les Pacers ont juste avec ça de ce côté-là. Mais à la fin, tu sentais... Tu sais, il n'aurait pas fallu qu'il y ait le match dure 10 minutes de plus. Non, vraiment pas. On parlerait de prolongation. Oui, parce que puis je pense que c'est drôle parce qu'au quatrième quart, les deux qui ont trouvé cette vitesse supplémentaire-là, c'est Bénédicte Maturé puis Lugansdor. C'est vraiment les deux gars, tu sais, tout le monde était vraiment à bout, personne n'avait rien, puis même Bénédicte, le nombre de coups qu'il s'est mangé, de chutes qu'il a faites, sérieux, il va être raqué demain matin, puis avec raison, là, ce gars-là a eu un quatrième quart assez physique, puis Lugans, c'est pas, tu te dis, j'ai la même séquence que toi en tête, là, je pense que c'est TJ McConnell d'ailleurs qui est sur la contre-attaque, puis Lugans qui décide de juste courir, puis d'y enlever le ballon, puis qui te lève, puis qui le pousse hors de bande, puis man, c'était vraiment, vraiment impressionnant ce que Lugans a fait sur cette séquence-là, puis tu sais, tu l'as dit, Mio, cette défense-là du Thunder est incroyable, puis je pense que Lugansdor en est peut-être l'élément le plus important, parce que tu as cette philosophie d'équipe-là, mais Lugans, c'est peut-être celui qui l'incarne le mieux. Alex Caruso est un autre bon candidat, là, mais My God. Lugans, en 1 contre 1, joueur à joueur, là, c'est lui, je pense, un des meilleurs de l'NBA, sinon le meilleur de l'NBA que tu veux en 1 contre 1 pour défendre quelqu'un en fin de match. Il y en a d'autres excellents. Là, je pense à Jaden McDaniels qui en est un. Mais Lugans, est tellement fort, puis est tellement rapide que c'est tellement difficile à contourner, puis même si tu réussis à le contourner, il est tellement fort qu'il réussit à reprendre sa possession, puis tout, puis c'est cool que ce gars-là, un petit gars de chez nous, là, on va y aller avec l'expression qu'Étienne, le petit gars de chez nous qui a réussi à avoir un rôle aussi déterminant sur cette finale-là,
faut souligner cet apport de Lugensdor, puis Bénédicte qui a essayé de ramener son équipe. Mais si tu l'as dit, cette défense-là d'OKC, ça devient tellement frustrant pour les autres équipes parce que tu n'arrives pas à marquer. Puis là, lui, il réussit à marquer tellement facilement parce qu'il attaque tellement bien le panier, puis est capable d'aller chercher des fautes. C'est très frustrant de jouer contre Shea. Je le sais très bien. Là. C'est insupportable de jouer contre lui parce que c'est vrai qu'il y a un bon sifflet. Mais ce bon sifflet-là, t'as l'impression qu'il a décuplé parce que tu t'es tellement frustré parce que toi, t'arrives à marquer, puis tu le vois réussir aussi facilement à aller chercher des points, des lancers francs. C'est sûr qu'à un moment donné, tu rentres dans une spirale où c'est toujours de plus en plus frustrant. Là. Tout est un produit de tout ça, puis c'est pour ça que le Thunder gagne autant de matchs. Et justement, ça devient frustrant, tu perds ton composure, ce qui fait qu'après ça, tes possessions offensives sont bousillées, puis les autres de l'autre bord, c'est comme un requin, en fait, tu vas juste renifler le sang, puis tout d'un coup, hostie, tu as une avance de 20 points. Un autre joueur, d'ailleurs, qui va se mériter un bon rendez-vous chez le Kiro, c'est Jalen Williams, que tout le long de cette finale-là, les gars, je pense qu'on pourrait en faire un montage, asti, toutes les fois que ce gars-là a mangé un coup et tombé à terre, puis c'est juste relevé puis il est allé chercher ça, qui a connu un match 7 absolument terrible, mais c'était match 4 d'ailleurs, ou match 5 qui a marqué 40 points. Match 5. Match 5, complètement historique, grosse performance, son party d'arrivée. Puis, en fait, les gars, c'est solidifié comme étant la deuxième option chez le Thunder, alors que ça devait être un certain Chet Holmgren qui a connu une finale absolument terrible. Ce match 7 a eu une pas pire performance défensivement, mais Félix, je sais que tu as de quoi justement rajouter là-dessus parce que tu nous as parlé de Chet Holmgren récemment. Ben, tu vois, c'est exactement ça, parce que ce match numéro 7-là, Chet Holmgren, on avait besoin, je l'ai dit la semaine passée, le Thunder avait besoin que Chet Holmgren se lève. Et dans le match numéro 7, quand c'était vraiment important, quand Jalen Williams avait plus de gaz quand même, chez Gilgeous-Alexander, oui, c'est beau, je pense que c'est 25 points, il termine la rencontre avec 25 points. Ce gars-là a été complètement inefficace du terrain. Là. Ça tirait ses pourcentages d'efficacité ont été épouvantables. Puis Chet Holmgren, juste en deuxième demi, le nombre de blocs, le nombre de gros jeux défensifs qu'il a réalisé, ce gars-là a attendu toute la finale pour avoir enfin son moment, qui a été cette deuxième demi-là. Puis enfin, quatrième quart, comme un peu tout le monde sur le terrain, m'a manqué de gaz un peu, mais tu sais, quand tu regardes le troisième quart épouvantable des Pacers qui les a ramenés à leur perte au final, là, c'est ce troisième quart-là où est-ce qu'il y avait juste TJ McConnell qui se rappelait comment tirer un ballon. Là. Chet Holmgren a un impact déterminant sur ce quart-là parce que quand Chet Holmgren joue en confiance, il est capable d'être ce protecteur d'anneau-là qui change la donne. Je veux dire, Isaiah Hardenstein est bon, mais Isaiah Hardenstein, lui aussi, il doit être tellement amoché, Isaiah Hardenstein. Là. Ce gars-là doit avoir tellement de blessures en ce moment. Puis on avait vraiment besoin que Chet Holmgren soit là parce que c'était un peu la vision qu'on avait au KC d'avoir Chet Holmgren et Isaiah Hardenstein. T'sais, on se dit, si on est ces deux-là, à un moment donné, ça va être tough de se rendre au panier. Là. Fait on avait besoin que Chet Holmgren prenne ce petit pas de plus-là en défense. Puis sans être un excellent défenseur, a contribué offensivement et surtout a ramassé des gros blocs au moment important. Puis tu regardes le match, il joue à pas grand-chose. Puis c'est 5 blocs. 5 blocs. Chet Holmgren ce soir a brisé le record pour le plus de blocs dans un match 7 de la finale de l'NBA. Exact. Puis tu regardes, c'est joué à une dizaine de points, ces 5 blocs-là. Ça fait. T'enlèves ces 5 blocs-là. 18 points, 8 rebounds, 5 blocs. Une telle stat line, une équipe ne peut pas perdre avec un joueur qui a une stat line de même. Tu sais, puis c'est drôle parce que l'autre joueur qui avait tellement une série finale horrible, c'est Miles Turner. Puis en ce moment, tu sais, Chet Holmgren a été tellement meilleur que Miles Turner ce soir. Puis les Thunder avaient besoin de ça. Là, surtout en deuxième demi, c'est des séquences qui me reviennent beaucoup. Là. Le Thunder a mangé les rebonds. On dominait les Pacers. Puis c'est pour ça aussi qu'on arrive à marquer autant de points. On ramasse tellement de rebonds à OKC. Puis Bénédicte Mathurin, qui a connu un excellent match, mais Miles Turner a été tellement mauvais pour ramasser des rebonds. C'est pas normal que Bénédicte Mathurin ait genre 12 rebonds pour terminer un match. Puis Miles Turner, il doit en avoir 3-4. J'ai l'impression que ça a été toute sa finale. Toute sa finale, ça a été entre 2 et 4. Genre, dont un match va revenir, le fameux match 4, c'était 3 rebonds. Je me rappelle, on avait donné la statistique sur cette émission-là. Puis même moi, tout au long de la semaine, je me faisais identifier dans nos conversations de groupe parce que j'ai été un des plus vocaux du fait que Miles Turner était un non-facteur
offensivement. C'est Manque terrible, tous cette ses série-là. tirs. Puis même aujourd'hui, il y a eu 2 lancers francs pour essayer de réduire l'écart. Ils ont manqué les 2. Il n'y avait absolument rien qui ramenait ça. Mais bon, aujourd'hui, les gars, on regarde ça puis on dit « Hostie, le Thunder d'Oklahoma City est finalement champion de la NBA. » Pop, je vais essayer, on va essayer on va essayer d'utiliser tes skills de vieillard ici, OK? C'est juste à dire, OK? en dedans de 6 ans, OK? 5-6 ans, OK? Le Thunder a fait table rase, OK? Littéralement table rase. Tu sais, on pourrait sortir ces fameux graphiques de début de match avec les alignements partants, puis tu vois 5 gars, puis tu te dis, qui? Pop, dans ton vécu, as-tu déjà vu des équipes qui ont connu un revirement de situation aussi rapide et impressionnant que le Thunder d'Oklahoma City pour remporter un championnat? Puis je pense que je vais même étendre le périscope sur l'entièreté des sports majeurs nord-américains. Ben, c'est ça que je te pose comme question. Écoute, pour une équipe de petit marché comme OKC, il y a peut-être les Marlins de Miami quand ils sont arrivés dans la MLB, qui en 4 ans ont gagné, je pense, un championnat comme à leur 4e, 5e saison. Même chose pour les Diamondbacks de l'Arizona quand ils ont gagné en 2001. Mais c'est parce qu'au OKC, on est parti de haut. On est allé dans très le haut d'ailleurs. Très haut. Dans le très, très haut, on s'est fini dans le très, très bas. Et avec 1-2 transactions clés, on a mis des bases pour l'avenir. Tu sais, c'était drôle il y a 5 ans quand on disait le Sam Presti. Hein? Tu sais, Sam Presti vient encore de faire un échange pour genre 10 choix de repêchage. Là, OK, ça va être drôle. Tu sais, c'est le fun, tout ça. Ça ne marchera pas. Le Thunder vient de gagner le championnat et a 2 choix de première ronde au prochain repêchage. On a d'ailleurs. Je vais répéter parce que je pense qu'il y en a peut-être qui suivent moins le basket, puis même ceux qui suivent le basket, là, le Thunder vient de remporter un championnat, OK? Et ils ont 2 choix de première ronde au prochain repêchage. Les Maple Leafs qui passent pas à la deuxième ronde. C'est pas les choix 29-30, là. Non, t'as du choix, c'est haut, là. Puis les Maple Leafs qui passent pas à la deuxième ronde, je pense qu'ils n'ont plus de choix de première ronde jusqu'en 2025. C'est fou, là. Ce que le Thunder réussit à faire, c'est énorme. Puis toute cette équipe-là remonte à une transaction, la transaction Paul George pour Shai Gilgeous-Alexander et le tas de choix qu'on a ramassés pour Paul George qui sont tous devenus des... Tu sais, Jalen Williams, c'est ça. Chet Holmgren, c'est ça. Tous ces morceaux-là que tu vois aujourd'hui, c'est ça. Juste soit dit en passant, dans cet échange-là, je tiens juste à vous rappeler, dans cet échange-là, le Thunder voulait un jeune joueur avec du pas pire potentiel, mais qui voulait avoir comme petite monnaie d'échange supplémentaire. Tu sais, on ne sait jamais. Fait juste nous amener un jeune joueur qu'on va peut-être développer. Mesdames et messieurs, ce joueur-là est Shai Gilgeous-Alexander, qui a gagné un MVP et qui a eu un Finals MVP, probablement l'une des meilleures saisons individuelles de tous les temps. Ça dépasse même la saison 2019 que Kawhi Leonard a eu, parce que autant que Kawhi Leonard a eu des séries éliminatoires dominantes, il n'a pas gagné son MVP de la saison régulière. C'est que Shai Gilgeous-Alexander, avec cette saison-là au grand complet, rentre dans un club qui contient juste des joueurs comme Michael Jordan puis Shaquille O'Neal, entre autres. T'sais. Son 4 joueurs. Il y a un autre joueur que j'ignore peut-être de cette liste-là, là. Mais juste pour mettre le contexte derrière ça, les gars, on a quand même une petite liste d'un historique pour le Thunder. En 2007, 2 trucs clés. En 2007, Sam Presti est signé comme directeur général des Sonics. Ouais, des Sonics. Oh oui, ce gars-là. Je savais que ça faisait un bout, mais pas à ce point-là. Ouais. En 2007, il est engagé par les Supersonics dans le temps. En fait, il était déjà là avant. Puis il y a eu un sign and trade pour Rashard Lewis au Magic et un choix de 2e tour. A échangé ce choix de 2e tour et d'autres aux Suns de Phoenix pour Kurt Thomas et 2 choix de 1re ronde. Avec ces choix-là, ils ont repêché légende des Raptors, Serge Ibaka, mais qui a fait Samuel Soba, si vous voulez aller plus vite que ça.
Exactement. En 2016, le Thunder a échangé Serge Ibaka au Magic d'Orlando pour Victor Oladipo, Ersan Ilyasova, puis le choix d'un certain joueur aussi qui s'appelle Domantas Sabonis, qui ont d'ailleurs entouré Russell Westbrook pendant une saison. Bref, le Thunder, une année plus tard, échange Victor Oladipo et Domantas Sabonis aux Pacers pour Paul George. Et puis là, c'est là qu'on est rendu avec ça. L'échange de Paul George en 2019 pour Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari. N'oublions pas quand même cette légende italienne. 5 choix en tant que tel, mais ce qui est important au basket, ce sont les choix que tu peux échanger, des swaps. Les pick swaps, oui. Les pick swaps, c'est ce qui est très important. Et puis finalement, c'est avec ce choix-là de 2002 qu'ils se sont dit, hey, tu sais quoi? On va aller chercher Jalen Williams avec le 12e choix. Et aujourd'hui, championnat. Les gars, c'est une reconstruction textbook. C'est incroyable. Puis écoute, juste pour expliquer ceux qui sont moins familiers, pourquoi il y a des pick swaps impliqués, ces échanges de choix-là. Dans la NBA, il y a une limite au nombre de premiers choix que tu peux échanger. Tu peux en échanger. Il faut que tu en aies 1 aux 2 ans au gros minimum. Tu peux pas avoir échangé. Tu peux pas te ramasser une situation où tous tes choix de première ronde pour les 10 prochaines années sont partis. Ça t'en prend au moins 1 aux 2 ans. Par contre, si tu fais un pick swap, tu gardes quand même un choix de première ronde, mais tu dis à l'autre équipe, ben gars, si mon choix est meilleur que le tien, je te donne mon choix, tu me donnes le tien, puis on y va avec ça. Un peu comme on fait dans la NFL au repêchage. Un peu, mais tu sais, concrètement, là, c'est 5 ans où tu as je me suis mis des nombres d'années exacts, le nombre que tu m'as dit, là, mais c'est 5 années où tu as un choix de plus, puis 2 ans où tu dis, ouais, ben tu sais quoi, si jamais j'ai envie, je monte d'un choix, j'ai un choix bien plus haut que celui que je suis supposé avoir. Ça n'a pas de sens. C'est une banque de choix, une monnaie que tu as. Puis ces choix-là, tu peux les échanger pour autre chose. Là, tu peux toujours utiliser ça pour les échanger pour d'autres joueurs. Puis là, éventuellement, OKC va avoir le problème de la taxe de luxe. On ne pourra pas payer tout le monde éventuellement parce qu'il y a quand même un plafond salarial dans la NBA. Mais au nombre de choix que tu as déjà pas mal de billets de loterie que tu peux prendre puis d'essayer de recréer cette magie-là. Tu sais, sans dire que le Thunder est assuré d'être bon pour 10 ans, parce que dans la NBA, surtout avec cette convention collective-là, ça peut changer tellement vite. On a encore tellement de billets de loterie qu'on peut utiliser pour essayer d'amener des nouveaux joueurs sur des contrats recrues que, ben, ils ont quand même des sacrées bonnes chances que ça perdure dans le temps, au-delà de ce qu'un noyau comme ça, au-delà du temps qu'un tel noyau devrait perdurer habituellement. Tu sais, puis ton noyau... Vas-y, Pop, excuse. C'est pas juste ça. Il faut quand même rappeler que Sam Presti, dans son règne avec les Supersonics / Thunder Oklahoma City, quand même le gars qui a repêché Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. 3 gars qui ont gagné des MVP et qui vont être First Ballot Hall of Fame dans quelques années. Et ça, pour moi, c'est pour ça que, tu sais, peu importe les 2 équipes qui gagnent ce soir, pour moi, j'avais aucun parti pris, ou du moins, j'avais aucun investissement émotionnel de savoir qui gagnait ce soir. Mais secrètement, plus profond, moi, je pensais pour OKC une petite affaire. Parce que cette équipe-là a traversé des époques. Tu sais, pour moi, c'est facile de faire un parallèle au hockey avec les livres de Toronto puis de dire « Hey, vous avez gâché un chapitre de votre histoire en ne gagnant absolument rien. » OKC, il y a quelques années, tu as les 3 gars que je vous ai nommés. Tu as eu Victor Oladipo, tu as eu Domantas Sabonis, tu as eu Serge Ibaka. Tu as une finale, tu n'as absolument rien gagné. C'est quoi ton héritage en tant qu'organisation? Ouais. Là, ce soir, là, on vient de tout nettoyer la décennie 2010 d'un succès. Puis on met ça aux oubliettes parce que le Thunder est officiellement champion. En ce moment, est-ce que quelqu'un repense à la fois est-ce qu'on avait échappé une avance de 3-1 contre les Warriors en demi-finale? Non. Tout le monde a oublié ça. Puis pense aux fans là, ce soir. Là. Ces mêmes fans-là, dans le plus petit marché de la NBA, qui se présentent soir après soir après soir après soir, dans le haut que dans le bas du classement, soit dit en passant. Ces mêmes fans-là ont vécu Kevin Durant rejoindre l'Empire du Mal. Ça, là, il va peut-être falloir que je regarde ça, mais
en tant que partisan, une signature de joueur autonome aussi crève-cœur que ça, j'en ai rarement vu. Attends que Mitch Marner signe avec le Canadien. On s'en parle en plus. Tout est tendu. Mais ces fans-là, ce soir, célébrez. C'est la fête. Profitez-en, vous l'avez mérité. Ça a été long. Ça a peut-être été plus long qu'on pensait. Parce qu'avec tout le talent qu'on avait eu il y a à peu près une dizaine d'années, qu'on n'ait pas réussi à sortir de cette conférence Ouest, et ces maudits Warriors de Golden State, ben ce soir, tout est oublié. Sortez dehors, allez fêter ça. Pop, t'as sorti un beau petit nom en Kevin Durant avant qu'on aille parler de lui. C'est toute cette semaine, c'est une célébration du sport de sa plus belle manière. Puis moi, encore une fois, c'est juste les motifs en moi, mais il y a un joueur que je veux créditer pour cette reconstruction-là. Paul George? Même pas. pour avoir été en tant que leader, d'avoir été le mentor de Shai Gilgeous-Alexander le temps d'une saison et d'avoir monté cette équipe-là, les gars. Est-ce que vous savez de qui je parle? Oui. Ah oui, Chris Paul. Chris Paul. Oh man. Chris Paul qui a monté... Il ne gagnera pas le championnat, hein, mais... Puis, il est même venu supporter l'équipe le temps d'un match en finale de conférence parce que, man, ce gars-là, c'est ce gars-là qui a forgé Shai Gilgeous-Alexander. Et qui va former Victor Wembanyama à San Antonio. C'est pas pareil. La situation n'est pas pareille. C'est pas le même style de joueur entre SG et Wemby. Puis peut-être que Wemby a peut-être pas tant besoin de Chris Paul quand même pour se faire mentorer. Mais ce gars-là, ça va être l'héritage qu'il va peut-être laisser. Au-delà d'être un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA et du fait qu'il n'aura jamais gagné de championnat, au moins tu pourras dire ce gars-là a été là along the ride puis qui, populairement, ça restera un des joueurs les plus aimés de sa génération au terme de sa carrière. Cette saison 2019-2020 du Thunder était tellement spéciale, il était tellement nul, puis ils ont réussi à remonter ça, à pousser les Rockets en 7 matchs avec un prime James Harden de l'autre bord, puis en plus, ça s'était terminé, je me rappelle encore, sur un tir à 3 points de Luguentz-Dort qui s'est fait bloquer par James Harden par en arrière. Luguentz-Dort qui avait eu le match de sa vie, si on se rappelle. Là. Il avait fini quoi, 32 points? Ouais, puis c'était dans la bulle, puis c'était tellement une équipe spéciale. Dennis Schroeder était sur cette équipe-là aussi. Parle-moi pas de Dennis Schroeder, man. Parle-moi pas de Dennis Schroeder. C'est quoi, Félix, t'es américain? Non, ça a mal fini. À Touquet, il était pas bon à Touquet, puis je l'ai jamais aimé. Jared Jack, si je suis pas capable de Jared Jack à cause de ça. J'ai du gros beef avec Jared Jack parce qu'il était pas bon à Touquet 15, je pense. Anyways, les gars, on a parlé de Kevin Durant parce que, certainement, ça a été une grosse journée dans l'actualité du basketball. Et pendant qu'on avait cette fin de semaine du Fanatic Fest, qui est une convention par Fanatic, je ne sais pas combien tous les athlètes qui étaient là ont été payés, mais certainement, comme j'aime bien sortir comme blague, il aurait certainement pu m'aider à rembourser ma dette étudiante. Mais anyways, on avait un échange qui était annoncé alors même que Kevin Durant était sur un panel pour discuter. Et mesdames et messieurs, Kevin Durant est envoyé aux Rockets de Houston. Et pour ça, les gars, ça a été un gros package qui avait été envoyé de l'autre bord. Laissez-moi juste sortir les détails ici. Alors, notamment Jalen Green qui a été envoyé de l'autre bord, mais on parle aussi de Dylan Brooks, joueur canadien d'ailleurs et détesté par absolument tous. Le 10e choix de cette année, qui est quand même pas pire pour Phoenix, honnêtement, et 5 choix de 2e ronde, et qui, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec toutes les ramifications du repêchage au basketball, il y a juste 2 rondes. Ce qui fait qu'un choix de 2e ronde, ça ne vaut pas grand-chose. Et généralement, les choix de repêchage qui valent vraiment la peine, ceux que le monde veut, c'est les autres qui sont en dedans du top 10. À l'extérieur, tu sais quoi? Tu peux en avoir des bons. Giannis Antetokounmpo est considéré comme étant un vol au repêchage parce qu'il était repêché genre 14e. Chez Gilgeous-Alexander, c'est 14e aussi dans ce coin-là, ce que je pense. C'est son affaire de même. Là, Draymond Green est considéré comme l'un des plus gros vols de l'histoire du repêchage. Nicolas Jokic aussi.
Ouais, c'est des choix de deuxième ronde. T'sais. Fait que juste pour donner ça. Mais en retour, Kevin Durant, les gars, pour les Suns, là, je vais y revenir juste en 2 petites secondes parce que les Suns. Mais de l'autre bord, pour les Rockets, j'adore cet échange-là. Ah, moi non. Puis mais je vais t'expliquer pourquoi, OK? Un jeune noyau qui surperforme puis qui fait un échange pour aller chercher un vétéran, il me semble que c'est une recette à désastre. Ça, c'est le genre d'affaire que tu regardes, tu dis, peut-être qu'on a peut-être sauté un petit peu des étapes. Tu sais, les Rockets ont une super belle saison, fini 2e dans l'Ouest et tout, puis personne vraiment les attendait là. Puis c'est vrai qu'avoir un gars comme Durant qui va enlever de la pression aux autres gars, puis qui va être ce gars-là qui peut te marquer beaucoup de points, c'est vrai que ça va aider, mais tu sais, Kevin Durant, c'est plus ce que ça a déjà été non plus. C'est quand même un joueur qui est encore un excellent joueur offensif. Défensivement, c'est... Genre, je préfère ne pas en parler. Tu sais, Kevin Durant va aider, puis on a payé un prix qui est... On a peut-être un peu surpayé, mais ça reste raisonnable dans une ligue comme la NBA où est-ce que tu veux des vedettes, tu veux avoir le meilleur joueur sur le terrain, puis Kevin Durant a encore le potentiel à tous les soirs d'être le meilleur joueur sur le terrain. Mais j'ai l'impression que les Rockets ont peut-être brûlé une étape, puis peut-être qu'on va un petit peu trop vite, et surtout, tu sais, ce jeune noyau-là, ça va bien, tu sais, puis ça a été une bonne année, puis peut-être que l'an prochain, par exemple, ça va bien aller, puis tout, mais, man, Kevin Durant est pas exactement le genre de joueur qui reste longtemps avec une équipe. Fait que, tu sais, imagine que dans 2-3 ans, ton noyau est vraiment à maturité. Là, c'est le bout où soit Kevin Durant va être rendu trop vieux, ou qu'il va se tanner puis qu'il va demander un échange. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi on le fait, tu essaies de donner une chance, mais, man, puis, tu sais, avec le Thunder qui est là pour rester, il faut que tu te donnes des armes, il faut que tu essaies de donner des chances, là, mais j'aime pas, je trouve j'aime pas le timing de cet échange-là, tu sais, je l'aurais même pas voulu avec les Timberwolves, mais les Timberwolves avaient plus le profil d'une équipe que, OK, là, on stagne, on est pogné, on reste en finale de conférence, ça fait 2 ans qu'on est là, on va chercher le petit mot supplémentaire. Les Knicks de New York, je donne aussi cet exemple-là, ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à passer au prochain niveau, peut-être que là, on se dit, OK, là, on va aller chercher le gros joueur. Les Rockets, ça sort un petit peu de nulle part, cette grosse saison-là, qui est un petit peu inattendue. On est peut-être un an trop tôt, je pense. Exactement. Puis, tu sais, peut-être que si on dit, gars, on sait qu'on est un an trop tôt, mais on va espérer que ça fonctionne l'an prochain. Mais peu pas, quand tu vas chercher Kevin Durant, t'envoies le message que, OK, c'est là que ça se passe. On veut gagner là. Fait que ça met de la pression sur un jeune noyau qui a surperformé cette année par rapport aux attentes. Peut-être que c'est le vrai niveau du noyau, mais j'ai l'impression qu'on était allé un petit peu trop vite. Moi, de mon bord, la raison pourquoi j'aime ça, c'est encore une fois, peut-être que c'est trop tôt, mais je veux dire, au-delà de ça, Jalen Green, c'est un joueur que je déteste profondément et c'est même pas pour son talent en tant que joueur de basketball, c'est son énergie. Un gars, ça donne qui est bon au basketball et qui a pas... Man, il n'y a pas cette éthique de travail-là. C'est un typique joueur de basketball natif de la Californie qui a passé toute son adolescence dans ses tournois AAU, qui a eu ses petites affaires sur Ball is Life, toujours que ça lui coulait douce, ça juste donne qui est bon, mais man, je vous invite à aller voir, c'est une entrevue que DeMar DeRozan avait faite sur le podcast à Paul George qui disait comment il disait « Some motherfuckers in this league don't like playing basketball. » Puis tout le monde disait « Tu parles clairement de Jalen Green. » Il est talentueux, mais ce gars-là n'en a visiblement rien à chier de son Mais il parlait de Nikola Jokic aussi, assurément. Là. Juste qu'on soit bien clair, c'est sûr qu'il parlait de Nikola Jokic. Exact. Mais tu sais, clairement, comme Mio dit, il y a des joueurs qui aiment plus être un highlight reel puis les caméras que, tu sais, de dire ball is life, là. Ouais, 100%. Mais moi, ce que j'aime de cette transaction-là, c'est que officiellement, tel que rapporté par le compte What the Fuck Stats sur Instagram, que j'ai trouvé ça, Kevin Durant a officiellement complété les couleurs de l'arc-en-ciel dans les uniformes qu'il aura portés au courant de sa carrière. Oui! Les Rockets en rouge, OKC en orange, les Warriors en jaune, Seattle en vert, le bleu pour OKC, les Nets, OK, là on triche un peu, les Nets de Brooklyn, leur 3e jersey qui est comme
indigo / bleu foncé, puis les Suns qui est en mauve. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont réglées pour Kevin Durant. Bravo, Kevin. Quelle démonstration de support de Kevin Durant en ce mois pour les droits des gens LGBTQ+, en ce mois de juin. Bravo, Kevin Durant. Bon moment pour le mois de la fierté. On aime un inclusive king. Mais non, bref. J'avais pas prévu cette twist-là à la fin de ce segment-là. J'étais pas prêt à ça, les boys. Non, bref, fait que non, pour faire simple, Rockets, on a encore une fois un bon jeune noyau, Alperen Sengun, Thompson et compagnie. Van Vliet qui est agent libre, peut-être que ça donne des munitions pour essayer d'aller le chercher, ou est-ce qu'au contraire, c'est un contrat qu'on se défaisait pour permettre d'aller chercher Durant de l'autre bord maintenant chez les Suns, pour faire très vite les gars. On se rappelle un peu dans quel contexte c'est arrivé. Les Suns, une jeune équipe qui a surperformé, qui sont allés chercher Kevin Durant, sauf que là, à l'inverse, c'est qu'ils ont hypothéqué l'entièreté de leur noyau. DeAndre Ayton est parti. On a échangé Mikal Bridges dans cet échange-là. Je pensais que DeAndre Ayton était à quelque part dans cet échange-là, à genre 8 équipes pour... Non, il n'y avait pas eu une offre hostile. Non, ben DeAndre Ayton passe dans l'échange de Kevin Durant sur l'échange de 3 équipes. Si je me trompe. Oui, mais il y avait une histoire l'année précédente. Oui, il s'est fait offer sheet par les Pacers. Oui, si je me rappelle bien. Je pense que c'est les Pacers. Mais bref, fait que, du côté des Suns, honnêtement, c'est tellement mérité du fait que Matisse Bia est rentré et il a dit regarde, moi je suis capable de faire une grosse transaction et t'arracher chez Kevin Durant. Regarde où on est aujourd'hui. Mais non, mais en 18 mois, les Suns sont passés de Mikal Bridges, Cam Johnson et 3 choix de première ronde à Jalen Green et Dylan Brooks. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment, en 18 mois, tu peux accumuler autant d'échecs de gestion de tes effectifs? Mais c'est épouvantable ce qu'on a fait à Phoenix depuis par-dessus tout ça, j'ai complètement oublié de penser à ça, mais c'est quelque chose que notre chum Kevin Valley m'a rapporté quand même. Pense-y, OK? Tes 3 meilleurs joueurs. Bradley Beal, Devin Booker et Jalen Green. Les gars, il y a un dénominateur commun pour ces 3 joueurs-là. Les 3 jouent la même position. Puis les 3 ne savent pas jouer en défense, man. T'as un sérieux problème de défense avec ces 3 gars-là. Puis Bradley Beal, c'est drôle parce que j'ai vu aujourd'hui, on aimerait ça essayer d'échanger Bradley Beal. Bradley Beal, on le rappelle, est l'un des 2 joueurs dans la NBA qui a une clause de non-échange. Bradley fucking Beal. Ils sont pognés avec cette clause-là parce qu'il a accepté de la lever quand il est parti de Washington à Phoenix. Mais sa clause existe toujours. Fait qu'ils sont un peu pognés avec. Puis là, t'essaies-tu de rééchanger Jalen Green à une autre équipe? T'essaies-tu de... Tu sais, peut-être qu'il est ça le plan. Peut-être que tu dis, OK, là, on a Jalen Green, on va essayer de leur flipper à une autre équipe, puis de tout déconstruire ou est-ce que de repartir un peu parce que ça marche pas. Là. Au niveau de ta construction d'effectifs, sérieusement, ça ne fonctionne pas à Phoenix. Là. Je sais pas comment. Est-ce qu'on veut jouer à 3 ballons? C'est ça le plan? Puis encore là, qui va créer des occasions de marquer? Parce que Booker, c'est beau, puis Bradley Beal, c'est beau, Jalen Green, un petit peu de création de jeu, mais c'est qui ton vrai meneur? Là? Il te manque un meneur, un gars qui va. Il te manque un gars qui va passer le ballon, qui va alimenter tout ce monde-là. Là, c'est terrible comme construction d'effectifs à Phoenix. Il y a juste un ballon, les gars, dans ce sport-là, puis c'est quelque chose qu'on va suivre tout au courant de l'été. Mais d'ici là, les gars, on a un autre championnat à célébrer, cette fois-ci du côté de la Ligue nationale de hockey. Et ils ont réussi au détriment de beaucoup de gens au nord de la frontière. Soyons bien honnêtes. Les Panthers de la Floride qui se défont finalement des Oilers d'Edmonton pour une 2e saison consécutive. Que dire de là? Commençons déjà de 1, les gars, juste petite analyse de ça. On avait le potentiel. C'est drôle, les Oilers ont le même nombre de victoires dans cette série-là que lorsqu'on s'est jasé la semaine dernière. Après 4 matchs, Pop, on avait potentiellement l'une des séries de finale les plus excitantes de l'histoire du sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dieux du hockey ont décidé, savez-vous quoi? Je laisse mes chums de la NBA avoir du fun, puis vous donner des bonbons. Vous autres, fuck you. Vous allez avoir rien à voir. Les underdogs ne seront pas les champions cette année. Et the richest get richer.
les Panthers de la Floride vont devenir absolument un juggernaut. Il n'y a absolument rien que vous pouvez faire contre. Débrouillez-vous. Les Panthers de la Floride vont être champions de la Coupe Stanley. Vous allez aimer ça. C'est direct ça qui s'est passé. Ben, ce qui s'est passé aussi, au-delà des dieux du hockey, c'est qu'à Edmonton, pour la 257e année consécutive, on a regardé l'équipe. On s'est dit, bon, Stuart Skinner, c'est beau. Ça va le faire. On peut gagner une coupe avec lui devant le filet. Combien d'années de suite, OK? Les Oilers vont regarder la situation devant le filet et dire, bon, c'est pas grave. McDavid en marquera un de plus. Draisaitl en marquera un de plus. Non, ça marche pas comme ça. Tu as besoin d'un gardien qui peut te faire des gros arrêts. Puis, je te dis pas, va chercher Igor Shesterkin ou Connor Lebock. OK, Lebock en série, c'est peut-être pas un bon exemple. Là. Pas besoin d'aller chercher un gardien qui est de shit. J'ai pas besoin d'avoir le meilleur gardien de la ligue. Mais, man, juste un Jake Allen qui va être joueur autonome dans 10 jours, là, ou juste un John Gibson qui est... Un Anthony Stolarz, il y a 1 an, t'aurais pu signer ça. 3 millions. Anthony Stolarz, John Gibson, que ça fait 6 ans et quart qu'il est à échanger. Tu sais, t'as des options. Là, puis là, le plafond salarial va augmenter. Profite-en parce que t'as 1 an avant que McDavid ait un petit gros contrat. S'il décide de rester. D'ailleurs, parlant de ça, le McDavid, je vois pas un monde dans lequel il quitte Edmonton. Là, je pense pas que Draisaitl l'aurait pas signé pour 8 ans s'il n'était pas presque sûr que McDavid allait rester. Félix, je vais couper ton fun tout de suite. Là. En attendant que McDavid ait son petit gros contrat, tu as Evan Bouchard qui va avoir un petit gros contrat qui s'en vient. Ben, tu vois, moi, je serais pas surpris que McDavid signe avant. Tu sais, peut-être que le 1er juillet, t'envoies un statement où tu lui donnes 20 millions par année pour 8 ans, puis on s'arrange avec ça. Puis peut-être que McDavid aussi, ce qu'il va vouloir, c'est d'attendre 1 an avec le plafond qui va être encore plus haut pour aller signer un gros contrat. Peut-être qu'il va dire aux Oilers, ouais, ça va, ça ne me dérange pas de signer avec vous, puis je prends à me commettre, mais juste voir à quoi le plafond va ressembler dans l'an prochain. Le marché ne veut pas. Le contrat de Mitch Marner pourrait en dire beaucoup. Là. Si Mitch Marner décide de signer pour 7 ans, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs en ce moment, Mitch Marner pourrait signer pour un contrat à plus court terme, donc moins d'argent, mais Mitch Marner pourrait signer un contrat, mais il ne veut pas, ça va refaire un peu le marché. On va avoir un peu une idée de ce à quoi un joueur autonome peut toucher sur le marché. Puis McDavid est évidemment une bonne coche au-dessus. Peut-être que ça va être tentant pour McDavid d'aller voir, d'essayer de toucher cet argent-là de plus, mais en même temps, si lui se dit je suis bien Edmonton, ça fait 2 ans de suite qu'on va en finale, peut-être qu'il se dit aussi, gars, je vais peut-être en laisser un tout petit peu sur la table pour nous aider à aller chercher un gardien. L'affaire avec ça, c'est que si McDavid en laisse sur la table, l'association des joueurs va être vraiment fâchée parce que s'il y a un gars qui set le marché dans l'NH, c'est Connor McDavid, puis si ce gars-là laisse l'argent sur la table, il y a du monde qui va être fâché. Tout le monde qui va passer après lui va être assez fâché. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je vois pas du tout un monde dans lequel McDavid joue pour une autre équipe. L'an prochain, moins 7000% de chance. Là. Puis l'autre année d'après, peut-être 0,5% de chance. J'ai pas plus. Mais moi, l'option que je regarde le plus, c'est que McDavid signe une entente à court terme. Ça, je peux le croire. Parce que, pas qu'il sent que ce noyau-là est en train de fermer, mais ça peut-tu juste mettre la pression sur Stan Bowman et toute l'organisation de dire hey, vous avez 2 ans là. Do something. Trouvez-moi un gardien. Fucking quelque chose right now. Et c'est ça l'affaire, c'est que de l'autre bord, puis tu regardes toutes les équipes qui ont gagné cette petite coupe-là, puis il n'y a pas une fois que tu te dis hey, tu sais quoi, Asti, ils ont été chanceux. Non, c'était toutes des organisations compétentes qui avaient une équipe du premier au dernier joueur et le gars dans les buts, c'était des gens compétents. Tu viens d'avoir 2 champions. Attends un peu, Pop, juste avant. On vient de voir back-à-back, probablement. On vient de parler du Thunder comme étant le blueprint de comment bâtir une organisation. Les Panthers de la Floride, du premier au dernier joueur, c'est une construction d'équipe parfaite. Mieux, je te fais juste te rappeler qu'il y a 4 ans, le Canadien de Montréal, sous Marc Bergevin, a passé à 3 victoires de gagner la Coupe Stanley. Mais il y avait Carey Price devant le filet. Oui, mais tu peux pas dire que c'est une construction parfaite, là, on s'entend. Ouais, non, c'était bizarre. Ils n'ont pas gagné aussi. Il y avait Corey Perry, fait qu'automatiquement, t'es sûr d'aller en finale quand t'as Corey Perry. Là. Mais, tu sais,
peut-être que dis-moi, je reviens au gardien, là. Tu regardes, mettons, depuis 2020, okay, le Lightning a gagné 2 fois, c'était Vasilevski, le Colorado, Darcy Kemper qui est sous-estimé. Ça va être un grand gardien, qui est un gardien bien correct, Darcy Kemper, qui a eu une très drôle de carrière, là, mais en Arizona, il était bon, puis on a été le chercher au Colorado. Peut-être que la seule exception que tu peux faire à cette règle-là, c'est Adin Hill qui l'a gagné à Vegas, qui était. Lui aussi, c'était une drôle de carrière, Adin Hill. Oui, il a représenté le Canada aux 4 Nations, un peu par défaut, parce qu'il n'avait pas une tonne, puis parce qu'il avait gagné la Coupe. Ben, puis sinon, c'est Bobrovsky qui l'a gagné depuis 2 ans. Tu as quand même ce standard-là. Même tu reviens avant Jordan Bennington qui était tellement inarrêtable avec les Blues. Oui, il y a un peu de chance pour que ton gardien pas une enfant bon, hein, mais Stuart Skinner, qui a eu des très bons moments dans ces séries-là, qu'on soit bien clair, mais je peux pas croire que les Oilers ont vu l'an passé, puis ils se sont dit, OK, gars, on y retourne avec Skinner une autre année. D'après moi, là, ça va être différent. Non, ça n'a pas été différent. The definition of insanity, c'est de refaire la même chose et d'espérer des résultats différents. Mais l'affaire, c'est que. 3. Oui, puis 100%. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quel gardien tu vas chercher, c'était Edmonton? Tu vas te chercher Jake Allen et John Gibson, puis t'espères que ça fonctionne? Tu gardes-tu Skinner comme numéro 2? Autant, je me dis, il faut que les Oilers trouvent un gardien. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Est-ce que tu appelles Boston voir s'ils sont fâchés? Non, mais appelles-tu Boston voir si Jeremy Swayman, s'ils sont allés, qu'ils regardent un peu le contrat, tu dis fuck it, man, faut que tu prennes une chance, tu vas chez Swayman? C'est quoi la demande en retour? Ben oui, donne-nous Darnell Nurse rendu là. Non, mais sérieux, c'est pas un problème la demande. Trouve une solution d'aller chercher un gardien. C'est ta priorité numéro 1 en ce moment. Trouve un gardien, man. C'est ça que tu as besoin. Puis je sais pas où est-ce qu'ils peuvent le trouver. Attendez peut-être un peu. Boston. Attendez peut-être Boston. Attendez un peu. Vas-y. Samuel Montembeault. OK, la raison pour laquelle je vais dire non, c'est parce que Jacob Fowler n'est pas prêt. Debye, je suis pas prêt à être un numéro 1. Il n'y a pas d'autre numéro 1 à Montréal, puis cette équipe-là a quand même envoyé le message qu'elle va être compétitive. L'an prochain, on s'en reparle. On s'en reparle parce que si je ne me trompe pas, Montembeault encore cette année et l'an prochain a un contrat qui est vraiment assez raisonnable. Son salaire, c'est en bas de 4 millions. Très raisonnable. Très raisonnable. Puis il fait de l'excellent travail. Là. Montembeault est tellement une amélioration sur Skinner que les Oilers gagneront au change, mais la base, c'est que je vois pas un monde dans lequel le Canadien se dit qu'on peut se permettre d'échanger Montembeault parce que sinon ça va être quoi? Tu vas avoir Dobèche puis Primo, genre, à Montréal, ça marche pas. Tu ramènes Jake Allen, tu y vas avec Dobèche puis Allen. Puis ça, si c'est Caden Primo fait le cadeau du ciel aux Canadiens de dire, c'est quoi, je veux revenir avec vous autres. Il revient l'année après. Ça arrive jamais, ça. C'est toujours cool, là, mais ça arrive jamais. Tu pensais à Kovalchuk, quand tout le monde pensait qu'elle allait revenir à Montréal, puis je m'ai revenu, justement. Mais voilà. Ouais, le seul qui l'a fait, c'est Play Cadets, mais ça, c'était fucking. Le temps de 2 matchs. Il est revenu pour atteindre le 1000 matchs, puis il est reparti. Mais les Canadiens à Toronto, on ne s'est jamais arrivé. Non, exactement. Les gars, là, on a parlé des Panthers. On en a discuté aussi la semaine dernière à quel point c'est comme l'équipe parfaite qui relance des carrières, tout ça. Maintenant, juste pour les biens de la discussion, on exagère sûrement, mais on connaît le contexte à quel point c'est difficile de bâtir une équipe, de se rendre loin, d'avoir une certaine pérennité, de gagner plusieurs championnats en un court laps de temps. Est-ce qu'on peut parler de cette équipe des Panthers qui en est à 3 finales consécutives, 2 championnats consécutifs, et de dire que c'est une dynastie, les gars? Non. Le chiffre magique, pour citer de la soul, 3 is the magic number. Ça prend 3 championnats. De suite? Chicago, au milieu des années 2010, c'est le bare minimum. 3-5. Minimum pour commencer à parler de Chicago, c'est 3-6, non? 3-5? Ben, 2010, non, mais non, il y a 2010, 2013, 2015. Oui, en 6 ans, mettons. 3-6. Mais je sais pas, 2 victoires en 3 finales, pour moi, t'es pas loin. Attends, si t'es pas là, t'es pas loin. Ce que je vais être d'accord avec toi, Félix, c'est probablement la meilleure possibilité de dynastie qu'on verra dans notre vie. Ouais. Le Lightning, c'était pas aussi solide comme candidature. Mais le Lightning, ça a été 2 victoires en 3 ans aussi, là, dont 2 consécutives. Mais je trouve que les Panthers, c'est encore mieux que le Lightning, je trouve.
Ben, l'affaire, c'est que le Lightning, ça a fini un peu en queue de poisson parce qu'ils ont perdu la troisième. C'est probablement ça qui donne cette impression-là, mais c'est... Tu sais, les Panthers les Pens de 2016-2017, on ne parlait pas autant d'une dynastie comme on pourrait parler. Ça, par exemple, la seule affaire que je suis d'accord, c'est que tu as peut-être la meilleure candidature de dynastie qu'on n'aura jamais vue dans l'ère du cap salarial. Mais ça prend trois championnats. Que ce soit 3 en 4, 3 en 5, 3 en 6 peut-être, 3 championnats. L'affaire aussi avec les Panthers, je pense qu'ils donnent un peu cette impression-là qu'ils sont supérieurs au Lightning, puis peut-être qu'ils sont pour elle, mais c'est aussi qu'en 2023, l'année de leur première finale, personne ne les attendait là. Ils sont arrivés, ils sont qualifiés parce que Buddy Robinson a marqué un but à Chicago. Puis que Brad Marchand, of all people, a manqué un breakaway. Exact. La poésie. Personne ne les attendait là. Puis ça a été l'histoire des séries. À Montréal, tout le monde espérait qu'ils perdent dans les 2 premières rondes parce qu'on avait le choix pour Ben Sherrod. Puis finalement, ils se sont rendus en finale. Fait que le choix est devenu le 31e. Il s'est fait reflipper. Il n'a jamais été utilisé. Il est devenu Alex Newhook. Fait que c'est... Il y a peut-être de ça aussi, comme quoi, ça a commencé avec une histoire Cendrillon, puis ça a continué avec 2 finales remportées, 2 conquêtes de la Coupe Stanley, puis aussi, ils ont cette attitude-là des grands méchants, puis ils vivent avec, puis ils sont bien, puis ils l'aiment en esti. Ils se l'approprient, même. Ils l'exécutent parfaitement, là. Ils font pas juste aimer. Juste parenthèse là-dessus. Brad Marchand qui a découvert Instagram cette semaine-là. Incroyable. Qui est allé photographier chacun de ses coéquipiers à leur souper et à leur célébration, a tagué les anciennes organisations. Hey, merci. Merci aux Flyers et aux Blue Jackets pour Sergei Bobrovsky. Merci aux Flames pour Sam Bennett. Merci, man, aux Flames encore une fois pour Matthew Tkachuk. Surtout eux autres. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que c'était Carter Verhaeghe. Je pense que Brad Marchand a comme tagué le crunch de Syracuse puis l'ancien club East Coast. Tu sais, genre l'ancien club East Coast, t'es l'admin de ça, tu checkes ça, tu te fais roast par Brad Marchand, t'es genre, dude, what the fuck? Il l'a fait pour Gustav Forsling aussi, les équipes de la Ligue américaine. Mr. Waiver. Merci, Mr. Waiver. Mr. Waiver, puis il l'avait, c'est... Tu sais, ils vivent tellement bien. Tu sais, juste cette semaine aussi, ils sont sur le party depuis mardi, là, puis encore aujourd'hui. Ces gars-là, je pense qu'ils n'ont pas dessoulé une fois depuis mardi soir, man. Tu sais, juste les images d'ennui de mardi à mercredi, Barkov à 5h le matin, qui va réveiller ses voisins avec la coupe, puis toute l'équipe, puis tout. Puis Brad Marchand, qui est là le samedi à servir des blizzards à tout le monde, puis tout. Puis les gars qui sont sur la brosse, Sam Bennett, qui est demain, tout croche, qui annonce qu'il reste pour 8 ans. Puis Brad Marchand dans un party qui se fait dire, reste une autre année. Il dit 1 an, non, 4 ans. Puis c'est quoi ça? C'est quoi cette équipe-là, man? Les gars sont sur le party, rap. Puis le meilleur là-dedans. Il se fait ramener comme un enfant de 5 ans par Alexander Barkov dans le Uber à la sortie du bar. C'est malade, man. Le meilleur, c'est Barkov et Sam Reinhart qui parlent des modèles Instagram qu'ils voient on the daily. C'est... D'ailleurs, parlant de modèle Instagram, si jamais vous voulez avoir du fun à regarder ça, là, allez voir la liste des personnes à qui Beckett Senecki est abonné sur Instagram. Vous verrez... Vous verrez 300 abonnements, peut-être 298 sur des modèles Instagram. Body is horny, man. Man, puis c'est cette semaine aussi, Celui-là m'avait fait rire. J'ai vu, je pense que ça parlait de... C'est Barkov qui racontait qu'il y avait comme 2 recherches dans son Instagram récemment. C'était Summer Rae. C'était Summer Rae, puis c'était Sam Reinhart parce qu'il voulait mettre Samson Reinhart, puis Matthew Tkachuk qui a probablement le plus gros cap de l'histoire de l'humanité, là. Mais c'est Matthew Tkachuk qui a republié ça en disant « Hey, Summer Rae, tu sais, je peux te présenter mon ami Anton Lundell. » Puis juste un gars qui a pris l'affiche de Matthew Tkachuk en série, qui a ajouté une passe, puis qui a ajouté un point pour la passe à la palette qu'a faite Anton Lundell sur celle-là. Celle-là m'a fait rire, man. Les gars sont vraiment en feu. Puis, hey, man, ils sont de même depuis le début de la semaine. Puis, mais tu sais, là, veux pas, en parlant des Panthers, pour revenir un peu aux choses sérieuses, là, tu as quand même des grosses questions de à quoi cette équipe-là va ressembler l'an prochain. Parce que une bonne partie de ton noyau est réglé. Là, Barkov va être de retour. Tkachuk va être de retour. Bobrovsky, Gustav Forsling. Mais tu as 3 gros joueurs autonomes quand même. Tu as Sam Bennett, Brad Marchand et Aaron Ekblad.
là, Sam Bennett a beau avoir annoncé qu'il s'en va nulle part, il n'y a pas de contrat. Brad Marchand a beau avoir dit qu'il reste pour 4 ans, il n'y a pas de contrat qui est signé. Aaron Ekblad a dit qu'il veut rester, il n'y a pas de contrat qui est signé. En ce moment, les Panthers ont 19 millions de dollars. Okay? Ce qu'on pourrait faire, c'est signer ces 3 gars-là s'ils sont prêts à laisser de l'argent sur la table. Parce qu'un Sam Bennett sur le marché, ça ramasse du 10 millions si c'est pas plus. Okay, par année, là. Pense aux Maple Leafs qui sont plus capables de perdre en série. As-tu idée de l'argent que les Maple Leafs seraient prêts à donner à Sam Bennett? C'est pas mal plus que ce que les Panthers pourraient donner. Puis ça inclut les taxes. Là. Même après taxes, là, le salaire des Maple Leafs, que les Maple Leafs devraient serait pas mal mieux. Mais là, est-ce que tu échanges, par exemple, un Carter Verhaeghe pour essayer de libérer de l'argent et ramener ces 3 gars-là? L'affaire, c'est que Verhaeghe est quand même un morceau important. T'sais, il y a quand même 1 ou 2 morceaux de cette équipe-là qui vont quitter d'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr, Félix, Pop, c'est que Brad Marchand, je crois pas qu'il va être le problème dans ces négociations-là. Ben, c'est encore drôle, hein? Parce que ce gars-là a quitté Boston parce que Boston ne voulait pas le payer à sa juste valeur. C'est vrai. Tu sais, il y a de ça aussi. Tu sais, puis Marchand est un gars extrêmement loyal. Là, on le levait à Boston pendant toutes ces années-là. Puis tout, mais tu sais, son dernier contrat de 8 ans, c'était 6 millions par année. Brad Marchand a démoli la valeur de ce contrat-là. Là. Tellement, tu sais, les Panthers ont payé 110 000 pour lui pour l'avoir cette année. Puis, penses-tu qu'ils regrettent ce 110 000-là en ce moment, les Panthers? Je pense pas. Fait que, tu sais, c'est quand même une réalité avec laquelle tu dois composer. Brad Marchand va vouloir de l'argent. Puis, tu sais, je pense pas que Brad Marchand va prendre un 4 millions par année sur 4 ans. Tu sais, il va vouloir un 6, 7, peut-être un 8 millions. Un Sam Bennett, ça veut un 8 millions aussi. Puis un Aaron Ekblad sur le marché, ça va chercher un 9-10 millions. Puis, tu sais, on l'a souvent dit. Merci, Gustave. Ah, man, t'es pas prêt parce que l'été, tu te souviens-tu de l'été 2016 dans l'NBA, quand il y avait eu le nouveau contrat de télé, puis il y avait des petits contrats bossés, puis Timothée Mozgov avait 20 millions par année, ça va ressembler. Il y aura des contrats irresponsables. Il y en a tout le temps le 1er juillet, là, mais cet été, là, le premier été après une grosse augmentation du plafond salarial, c'est la tendance dans tous les sports de gars. Il y a des contrats épouvantables qui se font donner. C'est terrible. Puis je me souviens plus c'était quel joueur qui racontait ça, mais dans l'été de la NBA en 2016, il s'est fait offrir un contrat. Il dit, man, il y avait tellement d'argent qui m'était offert. J'ai vomi quand j'ai vu le montant qui m'était offert. Le gars a vu ça, il a fait, man. Puis il a vomi, man. Il y en a qui ont la gastro, d'autres, ils voient trop d'argent, même combat. Ah, man, puis c'est que ça monte cette année, ça monte l'an prochain, ça monte l'autre année d'après. On parle de 10 millions de la shot, là. Fait que watch out, des contrats vraiment irresponsables qui vont se donner. Un Sam Bennett sur le marché, je suis pas surpris que ça aille dans du 11 millions par année. On parle d'un gars qui a jamais fait plus que 51 points en une saison. Je vais faire la parenthèse. Je ne sais même pas si vous serez capable de deviner c'est quel joueur qui a dit ça, qui a vomi pour cette offre de contrat. J'apprends cette anecdote-là, fait qu'il n'y a aucune chance que je te dise c'est qui. Hey, j'ai Mathieu Dellavedova dans la tête, mais je suis pas sûr que c'est lui. Alors, avec une offre hostile d'une valeur de 50 millions de dollars de la part des Nets de Brooklyn, c'est nul autre que Tyler Johnson qui a vomi. Ouais. Oui, c'est beau. Oui, ça m'a rien. Ah non, puis cet été-là, c'était fou. Si jamais vous avez 2 minutes, là, allez voir les contrats qui ont été signés cet été-là dans la NBA. Je pense que le seul qui a bien vieilli, je pense que c'est Kevin Durant qui avait signé un gros contrat cette saison morte-là. Celui-là a bien vieilli, mais tous les autres sont... c'était son deal au top. C'était-tu l'été My Next Chapter, ça? Non, c'est l'été avant. Il signe un... c'était l'été avant? Oh, c'était 16-17 parce que Carmelo Anthony avait été transigé, puis ainsi de suite. C'est ça, c'est l'été avant, il signe un contrat, puis son contrat finit en 2019 avec les Warriors. Fait que c'est... Non, allez voir, là, c'est épouvantable, les contrats. Tu sais, Timothée Mozgov va signer pour 20 millions, 80 millions. Ils ont donné 80 millions à Timothée Mozgov, man. Et Gustav Forsling qui va faire sa meilleure imitation d'André Markov. C'est-à-dire prendre un partenaire qui est un peu suspect avec un corps fini et le faire passer à la banque. Non, mais sérieusement, oui, mais on a Seth Jones qui est là. Je veux dire, pour les Panthers, Aaron Ekblad ne doit pas être la priorité pour une raison bien simple. On a Seth Jones qui est littéralement prêt, tu le prends, là, pouf, tu le mets à côté de Forrest Lane, c'est beau, tu verras même pas une différence.
Tu sais, là, sérieusement, c'est arrogant d'avoir Ekblad puis Seth Jones sur la même brigade. C'est sérieusement arrogant. Mais dans une ligue où il n'y a pas de droitier nulle part. De toute façon, la NHL, c'est rig parce qu'ils ont suspendu Aaron Ekblad pour permettre à Seth Jones d'être échangé. Ouais, puis les deux arrivent en même temps pour les séries. Là, c'est du sarcasme en passant. Je pense pas ça pour vrai, c'est du sarcasme. Non, ils ont dit Ekblad, ils disent prends une petite substance légale, là, tu vas faire scraper 20 games, tu arrives pour le match 3 des séries, Seth Jones va être là, acclimaté, puis tout, puis... Peu importe ce qui risque d'arriver avec Aaron Ekblad, c'est voici notre offre de contrat, l'acceptes-tu, oui ou non? C'est très important, ta décision. S'il dit non, c'est comme parfait. Bonne vie. Va-t'en à Toronto, puis va faire 10 millions. Ah, ça va être Anaheim, man. Il veut retourner avec Joel Kenville. OK. On se fait un petit quiz, les trois ensemble. Ouais. Bennett, Ekblad, Marchand. Qui s'en va où? Bennett, Floride. Marchand, Floride. Ekblad, Anaheim. Pour les biens de l'exercice, je vais dire Bennett, Toronto. Marchand revient. Oh, OK. Ekblad, Anaheim, effectivement. OK. Moi, ça Bennett, il reste. Brad Marchand, il s'en va au Colorado. Colorado a de l'argent, par exemple. Colorado, on a déjà des problèmes de Martin Netchas. T'inquiète. Ça n'existe pas. Le cap, il monte. Il n'y en a pas de problème. et Aaron Ekblad s'en va à Toronto. Mais Ekblad à Toronto, je pourrais le voir. Je pourrais le voir. Je pourrais voir Toronto faire une grosse offre, mais je pense qu'il ne voudra rien savoir d'aller là. Je pense que Toronto, pour vrai, là, puis je dis pas ça pour, tu sais, oui, Toronto, gros rival. Donc, on aime parce que je pense que pour vrai, Toronto, avec tout ce qui se passe depuis 10 ans, je sais pas comment tu peux possiblement attirer un joueur autonome là-bas. Parce que, tu sais, surtout dans un environnement où est-ce que le plafond salarial augmente, toutes les offres vont être compétitives. Tu sais, il n'y aura pas une équipe qui... Ah, gars, je peux pas vraiment te donner plus que tel montant. Tu sais, à part, mettons, quelques équipes, tu sais, les Stars qui sont serrés, les Panthers qui sont un peu serrés, l'Avalanche qui est serré aussi, je pense. Vegas qui sont serrés. Vegas, je trouve tout d'une façon. Tu sais, toutes les équipes peuvent vraiment faire des offres très compétitives. Fait que Toronto peut même pas tant avoir l'avantage de l'argent parce que oui, tu libères 11 millions avec Marner qui quitte. Mais tu sais, qui va prendre cet argent-là pour venir jouer à Toronto? Je veux dire, tu regardes ce qui se passe là depuis j'ai la réponse pour toi, il s'appelle Matthew Nice. Oui, ben Matthew Nice va en prendre une partie. Mais Nice, je pense que c'est un contre-pont. Mais tu sais, Toronto, pour te donner une idée, là, en ce moment, John Tavares, okay, c'est sorti hier, je pense que c'est David Pagnotta qui racontait ça. L'offre des Maple Leafs à John Tavares pour le convaincre de rester en ce moment, là, on parle de 3 ans. Devinez le montant. Combien le salaire annuel? Moi, je sais, j'ai vu la famille. Mio, peux-tu deviner combien? John Tavares, deuxième centre, pas loin d'1 point par match cette année. Un petit peu moins. Mais... Entre 35 et 40 goals cette année. Là. C'est ça. Combien par année tu donnerais pour 3 ans à John Tavares? Le marché, l'affaire, c'est que le marché est tellement cook, mais considérant l'âge, genre, je resterais raisonnable avec un 8. On offre moins de 4 millions par année à John Tavares en ce moment pour rester. Tu sais, ce gars-là qui a signé avec toi, tu as réussi à le signer comme joueur autonome. Là. Et tu l'as nommé capitaine, tu lui as enlevé son site capitaine avant le début de la saison pour le donner à Austin Matthews. Il n'a rien dit. Il a fermé sa gueule, il a joué une belle saison et tout. Il offre 3 ans à moins de 4 millions par année dans un plafond qui est sur le bord d'exploser. Est-ce que c'est encore plus insultant que l'offre du Lightning pour Steven Stamkos il y a 1 an? Ah oui, ça c'était fou. Ça, c'était très insultant. Il n'y avait pas fait ça avec Killorn aussi. Pour moi, c'est dans la même catégorie. Là. Il me semble qu'il avait fait ça avec Alex Killorn aussi, le Lightning. Il avait offert 2,5 millions par année. On s'en bat les couilles d'Alex Killorn, c'est Steven Stamkos. Ouais. C'est vrai que Stamkos a quand même un statut puis tout. Là. Mais tu sais, Killorn aussi, c'est un produit de l'équipe puis tout. Puis, tu sais, je comprends qu'il faut être créatif. Là. Des fois, t'es pas bien avec un plafond qui monte pas. Faut que tu sois créatif, là, mais c'est. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que Toronto. Je sais pas comment Toronto peut se dire. Tu sais, tu regardes le contrat que Brock Nelson a signé. Là. 7 millions par année. 7,5, je pense, même Brock Nelson. Tu sais, sans dire que Tavares doit toucher 7,5. Faut que tu sois quand même pas trop loin de ça. Là. Brock Nelson est un maudit bon comparatif pour John Tavares. Là. Niveau salaire, en tout cas, peut-être pas de niveau de nombre d'années, là, mais
niveau salaire, c'est un pas pire comparatif que tu peux utiliser. Ce gars-là touche 7,5. Toi, tu penses que, gars, c'est un petit gars du coin. D'après moi, il va vouloir aussi pour 3,5 par année. Non! Sais-tu pourquoi? Parce que Toronto est allé voir ce que Dallas ont donné à Matt Duchesne, puis s'est dit ça va être ça le marché. Ben oui, ils se sont dit, nous autres, on va réussir à le convaincre de rester. Puis, tu sais, Dallas qui a l'avantage. Dallas, c'est 4,5 par année à Matt Duchesne, d'ailleurs, je ne me trompe pas. Là. On se dit, gars, on est à Toronto, là, on a la même réalité fiscale qu'à Dallas. D'après moi, il va accepter de signer pour ce moment. Non, c'est quoi ça? Tu le traites comme de la marde depuis un an, tu lui as enlevé son site capitaine. Tu penses qu'il va laisser de l'argent sur la table? Il y a personne qui a fait ça à Toronto depuis 10 ans. Tu lui enlèves le C pour donner ça à un moins bon leader que John Tavares. Man, d'avancer pas mal c'est insultant, man. D'avancer pas mal le sujet alors qu'on se dirige sur beaucoup de transactions qui se sont données. Savez-vous d'ailleurs une équipe qui serait down d'échanger un certain contrat? Si je repense, on avait le fameux gag d'ailleurs de c'est quoi ton empire romain? Mon empire romain, les gars, au niveau de la LNH, là, c'est le contrat de Jesperi Kotkaniemi. Oh! Ben, les Hurricanes, ils sont mieux de le racheter avant qu'il ait 26 ans. Tu payes juste le tiers de son contrat au lieu de payer le 2 tiers. C'est pas si tu payes genre 800 000 par année pour 8 ans encore, quand même. Là, c'est très long, là, mais ce serait pas ils ont encore 5 ans à faire. Non, mais si tu rachètes son contrat, c'est pas si payé. Tu sais, si tu payes genre 800 000 par année pendant 12 ans. C'est pas à moi de gérer ça. Mais anyways, juste avant qu'on passe, oui, effectivement, Matt Duchesne qui re-signe à Dallas. Puis, honnêtement, je veux dire, moi, je suis content pour lui. Grosse saison. 34 ans, ça va être probablement son dernier gros contrat qu'il va avoir. Il fait super bien dans cette équipe-là. C'est pas le gars qui attire le plus l'attention. Mais bon, moi, ce que j'ai envie de jaser, c'est la petite signature qu'on a eue du côté de Winnipeg qui a été annoncée, en fait, de manière un petit peu drôle parce que techniquement, il aurait fallu attendre un petit peu avant de l'annoncer officiellement selon les conventions. Mais bon, Jonathan Toews. Mais techniquement, Jonathan Toews n'appartenait pas à l'équipe. Fait qu'il Mais il peut pas signer avant le 1er juillet officiellement. Mais tu sais, il pouvait annoncer son intention. Par exemple. C'est ça la différence. Pop qui m'a spoil Asti. Effectivement, comme j'allais l'annoncer, Jonathan Toews qui signe à Winnipeg. Il s'en retourne à la maison, les gars, pour 2 millions de dollars. Petit contrat, anyways, le gars, ça fait... C'est 2023 la dernière fois qu'il a joué? Ouais, 2023. C'est 2 ans complets sans jouer. Ouais. Le gars a joué 2 saisons, puis en fait, pas 2 saisons complètes sans jouer. Raté 2 saisons, oui. Ouais, ça, puis t'es allé faire genre une retraite en Inde pour aller chercher les mêmes traitements qu'Aaron Rodgers. Vous connaissez l'histoire. Ce que j'ai pensé, moi, c'est Félix Forget sur ce programme qui disait comme, hey, comme quoi, tu sais quoi, ici, c'était un peu la solution pour pallier certains problèmes chez les Canadiens de Montréal. Puis finalement, Félix Forget, on a appris que les Canadiens, il y avait un intérêt assez remarqué pour Jonathan Toews. Yep, on a jasé à Pat Brisson, qui est l'agent de Jonathan Toews, au sujet de Toews, savoir s'il y avait peut-être un intérêt à venir à Montréal et tout. Puis on ne sait pas jusqu'où ces négociations-là se sont rendues, mais on ne sait pas si ça a géré le contrat ou quoi que ce soit. Mais je me souviens, j'en avais parlé. Dans ma tête, pour Toews, Winnipeg était la destination la plus logique parce que long retour au jeu, les Jets sont compétitifs, tu restes à la maison, tu es avec une équipe qui a des bonnes chances de gagner. Peut-être que la meilleure chance du Canadien de le convaincre pour moi, c'était peut-être de dire, gars, viens avec nous, puis si jamais à la date limite on n'est pas bon, quoi que ce soit, on t'échange où tu veux. Tu nous dis où tu veux aller, on t'échange là-bas, puis il n'y a pas trop. Peut-être que c'était ça la meilleure façon de le convaincre, de l'avoir pour au moins un petit bout de la saison, mais l'attrait d'être à la maison, puis tout, puis je pense que pour lui, c'était juste tellement logique d'aller là. Les Jets sont plus proches d'être compétitifs que le Canadien, puis Jonathan Toews. C'est probablement pas un gars qui a une tonne d'années de hockey dans le corps. C'est peut-être une année, peut-être 2, puis vraiment chanceux, peut-être 3. Là. Fait que il peut pas se permettre d'attendre que le noyau du Canadien, imaginons, arrive à maturité ou quoi que ce soit. Je pense qu'il fallait qu'on... C'était beau, ça aurait été le fit parfait à Montréal, mais je pense que pour lui, c'était juste pas le fit parfait, puis c'est complètement logique. Puis le Canadien aussi, la structure du contrat de Toews, pour ceux qui ont moins suivi, c'est un contrat d'1 an à 2 millions, mais Toews pourrait toucher jusqu'à 7 millions dépendamment du nombre de matchs qu'il joue et d'où est-ce que les Jets se rendent en série. Donc, si je me trompe pas, les chiffres exacts, c'est en bonus, donc c'est 5 millions. C'est 2,75 millions s'il joue 60 matchs, puis dans le fond, par tranche de 20, 30, 40, 50, 60, c'est comme un 550 000 de la shot, plus
Si les Jets font les séries, je pense que c'est 500 000, après c'est 250 000 Ils jouent par ronde 50% gagnée. des matchs. Et c'est ça, puis en série, c'est 50% des matchs qu'ils jouent. Si je ne me trompe pas, c'est 500 000 s'il fait les séries, 250 000 d'achat par ronde gagnée, puis 1 million s'il gagne la finale et qu'il joue 50% de ses matchs. Donc, c'est une structure qu'on a beaucoup misé sur les bonnies, les joueurs de 35 ans et plus, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais ce qui arrive, c'est que si ces bonnies-là dépassent l'excédent du cap salarial pour cette année, on peut reporter ces bonnies-là sur la masse salariale de l'an prochain. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Le Canadien de l'an prochain aura Lane Hutton et Ivan Demidov sur des contrats de recul, des contrats d'entrée, qui, eux aussi, ont des contrats où est-ce qu'on a des gros bonnies de performance et on connaît le talent de Hutton et de Demidov. Il y a des bonnes chances que ces deux gars-là aient des gros bonnies, qu'on aille chercher toutes les bonnies de performance et tout. C'est juste Lane Hutton cette année, 66 points. Je pense qu'il a gagné le Calder. Je pense qu'il a coché toutes les cases qu'il pouvait gagner. Si je me trompe pas, là, je pense qu'il a gagné toutes les bonnies qu'il pouvait avoir. Fait que ajouter, imaginons, Taves qui va chercher, disons, que le Canadien ne fait pas les séries, mais Taves joue 60 matchs, tu ajoutes, disons, 2,75 millions à la masse salariale de l'an prochain, où tu aurais déjà probablement ajouté un 3 à 4 millions de l'an prochain de ces bonnies-là, de Hutton et Demidov. Tu commences à être sérieusement handicapé si tu ne peux pas les fitter sur ta masse salariale de l'an prochain, cette liquidation qui s'en vient. Fait que c'est peut-être qu'à un moment donné, il y avait de ça aussi. Peut-être que les Canadiens voulaient vraiment on te donne 1 an à 4,5 millions, tu viens jouer, tu as le 4,5, puis that's it. Puis Tay s'est dit, gars, moi, je peux avoir quasiment le même montant si je joue assez de matchs à Winnipeg. Je vais parier sur moi-même, je peux même faire plus si on se rend loin en série. Tu sais, je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi qui a penché dans la balance. Je ne dis pas que c'est seulement salarial, mais il y a peut-être de ça qui a penché dans la balance aussi. Je pense que le Canadien n'était peut-être pas nécessairement en amour avec cette idée d'une structure salariale comme ça. Parce qu'avant, on l'a déjà vu avec Sean Monahan, si je ne me trompe pas, mais c'est dans le temps où est-ce que Slav atteignait ses bonnies, mais Reinbacker n'était pas là, par exemple. Fait que c'était moins un problème que ça risque de l'être l'an prochain. Pas la saison qui s'en vient, l'autre année d'après. Déjà qu'on va avoir Hutton et Demidov, que si on n'arrive pas à mettre sur la masse de cette année, l'an prochain, ça va devenir difficile de les placer. Je vous pose une petite question rapide, je veux une réponse claire. Quel scénario pensez-vous a le plus de chances d'arriver? Jonathan Taves qui joue 70 matchs ou les Jets de Winnipeg qui gagnent la Coupe Stanley? Taves 60. C'est 60 le max qu'il faut qu'il joue pour avoir cette bonne. Taves 60. Je vais dire 60 parce que l'affaire, c'est que Jets à la Coupe, on a un échantillon. T'sais. À moins que Taves ramène Corey Crawford d'un but rendu en série. Corey Crawford ne reviendra pas. Ramène donc Marianne Nassar rendu là. Duncan Keith fait quoi ces temps-ci? Brent Seabrook, je pense que Brent Seabrook est encore sous contrat quelque part dans la ligue dans une des dons par contrat. Non, mais on rit un peu, mais Patrick Kane. Patrick Kane est joueur autonome en devenir. Hein? Je vais être joueur autonome dans 10 jours. Je pense pas qu'il a envie d'aller au Canada nécessairement, là, mais. Pourquoi pas? Ça serait quand même cool, par exemple. Tu sais, surtout si Nicolas Ehlers qui s'en va. Jonathan Taves et Patrick Kane dans la même équipe. So fucking much. Non, mais tu sais, si Nicolas Ehlers s'en va, peut-être que les Jets se disent salut Patrick, ça te tente-tu de venir jouer avec ton bon ami Jonathan? Puis peut-être. Tu sais, j'y ai même pas pensé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va. Brent Seabrook, son contrat finissait à la fin de l'année 2023-2024. Officiellement. OK, ça finit l'année passée. Okay. Puis, mesdames et messieurs, c'est ce qui met également fin à ce programme de cette semaine pour la triple menace. Juste avant qu'on se quitte, on a quand même notre petit quiz du joueur de la semaine. Alors, cette semaine, nous avons un hockeyeur avec les Panthers de la Floride depuis 2013. Vous aurez deviné que depuis 2013, s'il était avec les Panthers, il a gagné 2 Coupes Stanley et a gagné 3 fois ce beau petit trophée qui est remis aux joueurs, à l'attaquant par excellence en défensive, qui est tellement responsable, tellement bon. Certains de ses coéquipiers, Félix, diraient que grâce à tout ça, avec ce trophée Selke, toutes ses qualités en tant que patineur, il est l'humain parfait. De qui parle-t-on? Je pense qu'on parle d'ici d'Alexander Barkov, qui a été qui est le capitaine de cette équipe-là depuis quelques années maintenant. Paul Maurice l'a bien dit, les Panthers vont au rythme où Alexander Barkov va. Et c'est le meneur parfait pour cette équipe-là. Là. C'est le genre de gars qui fait toutes les choses, les petites choses de la bonne façon. Puis oui, c'est des clichés puis tout, mais c'est ça, Alexander Barkov. Il va tout faire ces petits détails-là, porter une attention à tout ça. Puis
parlant de Barkov aussi, tu sais, je sais pas si vous avez vu cette semaine, quand ils ont remporté la Coupe, on a appris que Barkov jouait avec une main lacérée. Ce gars-là avait la main droite là, ouverte complètement. Fait, juste tenir son bâton, ça devait être épouvantable. Puis il racontait qu'il avait essayé 2 fois de faire des points de suture. Les points de suture n'avaient pas pogné. Fait qu'il avait fallu qu'il... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, mais je pense qu'ils avaient comme refait une 3e fois, puis ils l'avaient tapé par-dessus. Puis, oh man, les joueurs de hockey, c'est... On le dit souvent, là, mais il y a des sacrés guerriers qui sont là. Puis c'est... Même juste la photo de la main ouverte de Barkov, là, en tant que quelqu'un qui a des petits problèmes de peau au niveau des mains, là, je vous confirme que c'est vraiment pas le fun. Puis moi, c'est très, 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 très soft comparé à littéralement une main ouverte. Puis il était là, il a pas manqué un match, puis il a eu des super bonnes séries. Vraiment sur tout ça, là. Il s'est fait ça quand? Premier match de la finale. Il s'est fait couper. J'ai pas vu la séquence, mais dans le fond, ce qu'ils ont expliqué, c'est que c'est fait pendant le premier match de la finale. Mais il y avait son gant. Sérieusement, je sais pas comment c'est arrivé. Je tiens juste à rappeler que Marc Méthode a perdu une partie de son doigt avec un gant. C'est vrai. Est-ce que vous vous rappelez de ça? J'avais oublié, mais oui, c'est vrai que ça. Est-ce que vous vous rappelez qui a donné le coup de bâton d'ailleurs? Non. C'était genre Sidney Crosby, non? C'est Crosby? Non, c'était Crosby qui avait donné. quelque chose. On est en fin d'émission, on a le droit. L'animateur a pris la job. Mais tout ça pour dire, ne sous-estimez jamais Crosby, d'ailleurs. C'était Crosby. Ne sous-estimez jamais le pouvoir coupant d'une lame de hockey d'un joueur professionnel. Ah, man, ces gars-là jouent au soccer, mais avec des couteaux en dessous des pieds, man. C'est à peu près ça qui se passe. À part le fait que tu kicks, mais tu sais, t'es sur une glace, t'as des fucking couteaux en dessous des pieds, puis ton objectif, c'est, tu sais, ça joue hyper contact, puis tout, man, puis t'as un gars comme Connor McDavid qui, à pleine vitesse, peut atteindre quasiment 30-32 km/h. C'est fou, Redman. Quel sport incroyable. Puis il a perdu 2 années de suite. Puis il n'y a aucune coupe, ça le bombe. Mon commentaire préféré, c'est un de ces fameux comptes trolls sur Twitter qui dit une chance que Stephen A. Smith puis Skip Bayless en ont rien à chier du hockey. Oh, man, le pauvre. Le pauvre, pauvre, sérieux, ce serait épouvantable, man. Puis on rappelle d'ailleurs qu'ESPN est le partenaire de diffusion de la LNH. Mais j'imagine qu'on n'a pas d'importance à accorder à ça parce que ça ne s'appelle pas LeBron James ou les Cowboys de Dallas. Si bien dit. Bien hâte d'ailleurs à la saison de football qui va recommencer éventuellement. Mais bon, d'ici là, mesdames et messieurs, je vous invite à aller écouter notre épisode de cette semaine avec Alexis Goulet, une fois de plus, descripteur à TVA Sport, disponible sur toutes vos plateformes préférées. Mais également, on vous invite à aller rejoindre nos différentes pages sur les réseaux sociaux, notamment le groupe Facebook des superfans de Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous, participer à l'émission de quelconque façon quand on vous invite, parfois même des petits concours, qui sait. Sinon, page Instagram, TikTok, d'autres petits contenus originaux qu'on vous propose durant la semaine, puis d'ailleurs des petites nouvelles aussi, on aime ça vous garder quand même dans l'actualité pour les grosses affaires. D'ici là, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine à la Triple Menace où on parlera de repêchage, entre autres. J'ai bien hâte. D'ici là, on va aller se coucher.